Et bonjour les amis, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour répondre à vos questions sur mon métier d'auteur-illustratrice aquarelliste. Alors en fonction de vos questions, j'ai un peu organisé la session. Il y aura une première partie sur ma vie privée, ensuite sur ma vie professionnelle et je terminerai avec une petite partie sur les énergies et comment je dirais ça, comment les pensées se matérialisent dans la vie. Pour ceux qui pourraient être nouveaux ici, je m'appelle Hélène Valentin, j'écris et j'illustre à l'aquarelle des livres pour la jeunesse et les adultes et je propose des tutoriels aquarelle. Allez, c'est parti pour vos questions. La première, bonjour, quel est ton parcours d'études? Les beaux-arts, les lettres? Alors, je dessine depuis toute petite. Alors quand j'étais petite, je recopiais plutôt Donald, Minnie, voilà, c'était beaucoup de recopiage. Et c'est comme ça que j'ai appris à dessiner tout simplement les proportions à force de faire. J'ai jamais pris de cours. Et en fait, j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. Au collège et au lycée, ce qui me plaisait, c'était le dessin et les langues. Les maths, on n'en parle pas, une vraie allergie. J'avais commencé par faire un bac A1 et les maths, c'était trop compliqué. J'ai bifurqué en cours d'année sur un bac A2. C'est vous montrer un peu mon niveau. Et le français, le français, j'étais même pas attirée par ça. J'étais pas passionnée du tout par la langue française, mais j'ai quand même fait un bac littéraire. La question du parcours des beaux-arts s'est posée à un moment donné, mais ça ne faisait pas partie de la culture de mes parents. Donc, je suis partie sur un BTS secrétariat trilingue. Vous voyez un peu l'opposé. Il était pour moi hors de question de faire des études longues parce que ce système d'études ne me convenait pas du tout. Je n'arrivais pas à être assez libre, à m'exprimer comme je voulais. Pour le bac, je me souviens, on nous imposait des plans, aussi bien pour le français que l'histoire géo. Il fallait apprendre les plans par cœur, il n'y avait aucune créativité. Enfin bref, j'étais malheureuse. Donc le BTS à bac+2 me convenait très bien, parce que je voulais partir tout de suite dans la foulée, dans la vie active. Donc BTS en poche. Je ne suis pas restée en France, je suis partie en Allemagne. Alors j'habitais en Bourgogne à côté de Dijon et nous avions un partenariat des échanges scolaires avec une ville à côté de Mayence. Dijon est jumelée avec Mayence. Et depuis l'âge de 15 ans, j'allais tous les ans dans une famille d'accueil pour y parler allemand. Lors de ma deuxième année de BTS, il a fallu que je fasse un stage en entreprise. Ce stage, je l'ai fait en Allemagne. Et c'est là que j'ai connu un bel Autrichien, ce qui fait que j'ai fait le choix après mon BTS d'aller vivre en Allemagne. Alors ça n'a pas tenu avec le bel Autrichien, mais ça a tenu avec l'Allemagne puisque j'y suis restée 8 ans. Pendant ces 8 ans, j'ai très peu parlé français. J'ai parlé anglais et allemand, mais très peu français. J'étais assistante export. Je ne sais pas si vous connaissez les filtres à Obrita, j'étais dans la maison mère. Et donc au service export, on avait des contacts avec une soixantaine de pays revendeurs. Et j'ai pas mal parlé anglais, mais très peu français. Et lorsque je retournais de temps en temps en France, 2-3 fois par an, chez mes parents en Bourgogne, je me suis rendu compte que je perdais la langue française, même sa langue maternelle, si on ne la pratique pas, on la perd. Je continuais de dessiner bien sûr en Allemagne, et c'est aussi là que j'ai commencé à écrire, mais en allemand. Alors j'avais pas vraiment de gros projets d'écriture, c'était des petits textes, des réflexions sur la vie, sur des thèmes de la vie de tous les jours. Et en fait quand je suis partie en Allemagne, j'étais partie pour y rester toute la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi j'allais y passer toute la vie. Et en fait il s'est passé quelque chose, j'ai 2 sœurs qui pendant que j'étais en Allemagne sont parties habiter dans l'ouest de la France, sur Niort. Donc elles je les voyais encore moins que mes parents. Elles ont fait des enfants. Et ça faisait 6 ans que j'habitais en Allemagne, quand je suis partie passer quelques jours de vacances chez une de mes sœurs à Niort. Donc j'avais roulé toute la nuit, je suis arrivée au petit matin, elle m'a accueillie, on a commencé à prendre un café dans sa cuisine. Et puis sa fille s'est levée, elle devait avoir à l'époque 2-3 ans, elle s'est levée, elle est arrivée dans la cuisine, avec son doudou dans la main. Elle m'a regardée, elle a regardé sa maman, elle m'a regardée encore, et elle a dit à sa maman, « Maman, c'est qui la dame ?» Alors comment vous dire, là ça fait quand même quelque chose, j'ai commencé à prendre conscience que je ratais quelque chose. Et pourtant l'Allemagne ça me tenait, j'avais pas envie de partir. Donc ça a été un premier élément où je me suis dit, punaise, t'es quand même tati de plusieurs enfants et tu les vois pas. J'avais donc 26 ans. Et ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie d'écrire des livres. Donc j'écrivais, mais en allemand. Et je sais pas pourquoi, mais
quelque part, je sentais que je serais plus forte en France pour écrire des livres. Alors peut-être pas seulement pour écrire des livres, inconsciemment c'était aussi peut-être pour créer ma structure. Et ça, je ne me voyais pas le faire en Allemagne. Donc j'avais 26 ans. Et j'ai encore cogité pendant 2 ans avant de prendre la décision, tellement ça a été difficile de quitter ce pays. Donc à 28 ans, je suis rentrée en France. Alors là, inutile de vous dire, après 8 ans passés en Allemagne, que j'étais paumée. Tout simplement paumée. Je parlais français avec l'accent allemand. Alors je ne voulais pas rentrer en Bourgogne, je voulais me rapprocher de l'Atlantique. Donc j'avais cherché un job à La Rochelle. On m'avait dit oui, La Rochelle, avec tes langues, plaques tournantes, tu trouveras sans problème. Que dalle. Et puis j'avais pas le droit au chômage, bien sûr, en arrivant de l'étranger. Donc fallait pas faire la difficile. Donc j'ai cherché sur Niort, j'ai pas trouvé. Et puis de bouche à oreille, on m'a parlé d'un poste à Châtellerault. Alors Châtellerault, je savais même pas où c'était. J'ai donc passé un entretien d'assistante de direction à Châtellerault et j'ai embauché rapidement. Alors là, il y a eu un choc des cultures. Je pense qu'en Allemagne, inconsciemment, j'avais appris cette rigueur d'organisation et quand je suis rentrée en France, bah, je suis un peu tombée de ma chaise parce que j'ai trouvé que c'était le bazar, quoi. Je me suis demandé comment une entreprise pouvait fonctionner comme ça avec autant de réunions pour ne rien dire et j'en passe. Je connaissais personne sur Châtellerault, il a fallu trouver un logement rapidement et j'ai trouvé un meublé. Et vous savez quoi? Dans ce meublé, il y avait un mur immense avec des romans, en français bien sûr. Et c'est là que j'ai recommencé à lire des romans en français, que j'ai redécouvert la langue française. Et après 8 ans sans parler français, ça a été wouch, un tsunami. Je l'ai trouvée belle cette langue, mais il m'a fallu ce recul pour mieux la comprendre. Et avant de recommencer à lire ces romans, le premier livre que j'ai relu en français, ça a été le dictionnaire. Mes sœurs me regardaient, elles me disaient « Mais tu fais quoi là ?» Je disais « Mais je trouve que les mots sont beaux !» Voilà, donc je suis restée dans ce logement pendant quelques mois. Et là, ça a été lecture tous les soirs en débauchant, lecture, lecture, lecture. Je lisais 3-4 romans par semaine et puis je notais et puis j'ai commencé à écrire en français des petites nouvelles pour les adultes parce que mes premières amours ça a été quand même des nouvelles et des romans pour les adultes. Alors vous voyez, le fait qu'il y ait eu toute cette immense bibliothèque avec des livres dans ce meublé que je louais, je l'ai pris quelque part tout simplement comme un signe que j'étais sur la bonne voie avec mes projets. Alors bien sûr, avoir redécouvert la langue française de cette manière-là, ça a complètement changé la donne. Victor Hugo, qui était un calvaire pour mon bac, est devenu mon ami. Et j'ai commencé à aimer découvrir les textes en langue française, les romans. Parce que la langue française, elle chante, elle a de la rythmique, elle a de l'équilibre, elle a des mots qui sont superbes. Et Victor Hugo est un maître pour cela. Et c'est pour ça que j'ai, il y a une quinzaine de jours, lancé une nouvelle série de vidéos qui s'appelle « Analyse de jolies phrases ». Dans ces vidéos, j'analyse des phrases d'auteurs, alors pas mal d'auteurs du 19e, 18e, même début 20e siècle. Justement, si vous voulez écrire pour vous montrer, pour attirer votre attention sur la structure de certaines phrases, voire pour vous donner des idées ou pour que vous puissiez appréhender vos prochaines lectures d'une manière différente, avec un autre regard. Il n'empêche que j'allais travailler en entreprise comme ça pendant 12 ans, jusqu'à mes 40 ans. Je dessinais toujours, j'ai commencé à peindre. Et j'avais toujours ce projet d'écrire des livres de plus en plus. Vous voyez, c'est dans le cœur là des fois, puis ça cogne. Et puis je me disais, mais comment je vais faire? Et j'étais pas prête à quitter mon job pour me lancer là-dedans. C'était trop risqué. Mais j'arrêtais pas d'y penser. Et un jour, au bout de 12 ans, licenciement économique. Et comme après mon deuxième accouchement, je travaillais à mi-temps, j'étais dans la charrette. Écoutez bien, le directeur m'a convoqué dans son bureau, il m'a annoncé que j'allais être licenciée. Je suis sortie du bureau et j'ai fait « Oui !» C'était le plus beau jour de ma vie. Pourquoi? Parce que j'allais enfin être libre pour pouvoir me lancer dans mon projet de livre. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Question suivante. As-tu des enfants? Et si oui, est-ce que ce sont eux qui t'ont amené à être illustratrice pour enfants? Merci, bon dimanche.
Alors oui, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Mes premières amours, je vous l'ai dit, étaient des romans et des nouvelles pour les adultes. Et quand mes enfants sont nés, surtout mon fils, quand il était tout petit, mon fils, il avait un truc minuscule dans la main, je le regardais faire, et dans ce truc minuscule, il y avait un univers. Et je me suis dit, punaise, mais nous les adultes, on a oublié ça, cette capacité de créer ce qu'on veut, avec n'importe quoi, quelle que soit la taille de ce n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer des albums jeunesse. Comment vous est venue l'envie ou la passion de l'aquarelle pour raconter des histoires aux petits et grands? Alors la passion, elle était déjà là depuis toute petite, puisque le dessin, la question ne se pose même pas pour le dessin. Quant au fait de raconter des histoires, l'écriture, elle est venue bien plus tard, quand je suis rentrée en France, pour écrire en français du moins, j'avais plus de 28 ans. Mais ce qui me motivait surtout dans le fait de raconter des histoires, c'était de transmettre un message. De toute façon, pour moi, si on n'écrit pas un livre pour transmettre un message, ça sert à rien. Donc, il y a toujours des messages dans mes histoires. Dans la collection Cœur de Rosée, par exemple, on a la tendresse, on a le courage et l'amitié, on a l'impatience et la vantardise. Et puis pour les adultes, on a le bonheur, l'amour, l'importance d'avoir un endroit bien à soi. Et puis un hors-série sur la sensualité aussi. Enfin bref, je fais passer mes messages à travers ce que je sais faire. Et je dirais même plus que la vraie motivation de faire ce métier, c'est vraiment l'envie de transmettre ces messages. Quel élément déclencheur t'a permis de te lancer dans l'aventure Sibélune malgré les doutes ou les peurs et même les risques qu'une telle décision engendrait? Il y a une autre question qui est similaire que je pose en même temps. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter dans ton changement radical de profession? Alors en fait, rien n'a été difficile puisque j'ai été licenciée. Je n'ai même pas eu besoin d'avoir ce courage de démissionner pour monter mon projet. Donc après le licenciement, j'ai eu 2 ans devant moi pour monter mon projet, avec justificatif auprès de Pôle emploi bien sûr. Mais c'était magique quoi, parce que j'avais enfin le temps qui me manquait et l'occasion de mener les choses concrètement. Alors la première action concrète que j'ai faite, j'avais déjà un book avec pas mal d'illustrations, c'est d'aller sur le salon du livre jeunesse à Montreuil, à côté de Paris. Et dans les sous-sols de ce salon, on peut avoir des rendez-vous avec des directeurs artistiques, du moins c'était le cas à l'époque. Donc j'ai eu quelques rendez-vous avec des maisons d'édition. Donc c'était où oui, on peut peut-être travailler ensemble, ou non, votre style ne correspond pas à notre maison, enfin bon voilà. Après, je suis montée au 2e étage de ce salon, j'ai regardé l'ensemble, c'est gigantesque, c'est une vraie fourmilière. Il y a des auteurs confirmés qui cherchent des contrats, il y a des illustrateurs, il y a des jeunes qui sortent des écoles, enfin bref, il y a un peu tout le monde. J'ai regardé tout ça et je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux? Et puis dans le train, en rentrant, plus je m'éloignais de Montreuil, plus je me disais que c'était pas dans cet univers-là que je voulais mettre les pieds. Donc quand je suis rentrée à la maison, on en a parlé avec mon mari, la question s'est posée, c'est est-ce que j'aurai l'envergure de tout faire toute seule? C'est-à-dire de créer ma propre maison d'édition et de vendre mes livres moi-même. J'ai donc fait les démarches pour créer ma propre maison d'édition qui s'appelle les éditions Sibélune, encore actuelle aujourd'hui. Et j'ai lancé ma première collection d'albums jeunesse qui s'appelait à l'époque Zoé Bout de Nez. Ils sont épuisés aujourd'hui, mais Zoé, ça fait partie de mes premiers pas en tant qu'auteure-illustratrice. Et j'ai fait mon premier salon de dédicace en mars 2011 et ça a marché tout de suite. Alors quand je me suis lancée dans les salons, je ne savais pas du tout comment ça évoluerait ni combien j'en ferais. C'est vraiment au fur et à mesure du temps que j'en ai trouvé de plus en plus à faire. Mes enfants à l'époque ils étaient petits, ils avaient 4 et 7 ans. Il était convenu bien sûr avec mon mari qu'il s'en occupait le week-end pendant que j'étais en dédicace. Et moi travaillant à la maison toute la semaine, ils ne sont jamais allés à la garderie et j'étais toujours disponible pour eux. Donc c'est quand même quelque chose qui doit être discuté avec le conjoint au préalable avant de se lancer dans une telle aventure. Après, les enfants ont grandi, mon fils ne s'est jamais vraiment intéressé à cet univers-là, par contre ma fille oui, et elle m'a souvent accompagnée sur les salons. Donc j'ai commencé avec la série des Zoé Bout de Nez pour les 3 et 8 ans, ensuite il y a eu d'autres albums jeunesse, mais ce qui est drôle c'est qu'au fur et à mesure des salons, les adultes venaient devant ma table et puis ils me disaient « et nous ?»
Et j'ai trouvé ça absolument magique que des adultes me demandent des livres pour eux, quoi. Alors je pense qu'ils étaient sensibles au message que je transmettais aux jeunes et peut-être qu'ils voulaient avoir la même chose pour eux. Alors j'ai cogité, quoi. J'écrivais des romans, mais vendre des romans sans illustration sur un salon comme ça, c'est super dur. La communication, c'est encore pire. Alors j'ai eu l'idée de commencer des recueils, c'est-à-dire des réflexions illustrées. Et le premier, ça a été Perles de temps, où je parlais du temps qu'il fait et du temps qui passe. Et là c'est pareil, les 1000 exemplaires de Perles de temps sont partis en un rien de temps, donc j'ai continué, il y a eu d'autres thèmes après. J'ai donc commencé les dédicaces en 2011 et à fin 2019, juste avant le Covid, j'avais vendu 20 000 livres. La plupart sur les salons, quelques-uns en bibliothèque et quelques-uns en ligne. Mais 95% de mon chiffre d'affaires était fait sur les salons. Sur ce, le Covid est arrivé et bim! Gros coup de massue, chiffre d'affaires en chute libre, et là, fallait se remettre en cause. Mais la vie fait bien les choses. Moi, ça faisait un bout de temps que les salons, ça commençait à me peser, j'en faisais jusqu'à 3 par mois. J'avais plus trop envie. Et j'avais envie de plus communiquer en ligne, de vendre plus sur ma boutique en ligne, d'avoir plus de week-ends à la maison. Et je réfléchissais à tout ça. Et je m'imaginais que j'avais déjà la solution. Et quand je vais vous parler des énergies tout à l'heure, là on est un peu dedans. J'ai donc trouvé un webmaster. Je vais vous raconter après les conditions dans lesquelles je l'ai trouvé, enfin il est arrivé dans ma vie. Et j'ai pu, parallèlement au livre, créer un nouveau site avec les ateliers aquarelles en ligne que vous connaissez déjà. Je poursuis avec les questions. Bonjour Hélène, fais-tu de l'aquarelle tous les jours? As-tu d'autres hobbies? Pratiques-tu du sport? Enfin, as-tu assez de temps pour tout? Et je combine cette question avec une autre. Coucou Hélène, est-ce que tu pratiques un autre art que l'aquarelle, huile, acrylique ou carrément autre chose? Alors, j'ai touché toutes les formes de peinture, huile, acrylique, pastel sec, pastel gras, fusain. J'ai d'ailleurs 2 grandes huiles dans mon salon, mais quand j'ai testé l'aquarelle, ça a été une révélation et malgré le fait de le test sur toutes les autres formes d'art, je suis revenue à l'aquarelle parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Il y a une petite partie aléatoire dans l'aquarelle. Quand on pose les pigments sur support mouillé, ça fait tchou. Et puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Et puis j'aime bien, j'aime bien. Si je pratique du sport, alors j'ai pratiqué du sport en compétition jusqu'à mes 26 ans. En France, j'avais fait du tennis et du tennis de table. Et puis en Allemagne, j'ai fait du hockey sur gazon en compétition pendant 6 ans. Le hockey sur gazon est très populaire en Allemagne. Quand je suis rentrée en France, j'avais plus envie de m'engager dans des entraînements et dans des compétitions le week-end. Donc ça a été du sport pour mon plaisir. Aujourd'hui, je fais encore un peu de marche à pied, des étirements, mais rien de bien sérieux. Sinon, ce qui est important dans ma vie, c'est la méditation. La méditation, marcher pieds nus dans l'herbe, me poser. Et si c'est pas de la méditation, c'est au moins être, ce que j'appelle être en contemplation, s'asseoir au pied d'un arbre en forêt, et puis juste écouter. Ne pas parler, juste écouter le silence et puis ressentir ce qui monte, ce qui vient, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent quand on se tait. Mais le plus dur, c'est de se taire et de ne penser à rien. Ça, c'est compliqué. En tout cas, quand je ne peux pas aller en forêt, je vais au moins tous les jours, au moins dans la belle saison, me chercher mon petit shot de nature dans le jardin. Alors à la question « Fais-tu de l'aquarelle tous les jours ?» je joins une autre question qui est « Comment s'organise ta journée de travail ?» Alors non, je ne fais pas d'aquarelle tous les jours, je ne le peux pas. Mes journées de travail ne se ressemblent pas. Elles sont réparties entre l'aquarelle bien sûr. Alors quand je dis aquarelle, il y a réflexion sur un atelier, réflexion sur un texte que je vais vous donner ou sur une carte à message ou sur un personnage. Il y a la création de l'aquarelle déjà, le prototype, où là je réfléchis sur les codes que je vais vous donner, la liste des couleurs, comment je vais vous apporter le fait de faire cette aquarelle vous-même. Ensuite il y a l'enregistrement sous la caméra, ensuite il y a le montage vidéo. En dehors de ça, il y a la communication sur les différents réseaux et jusqu'à fin 2023, le week-end des dédicaces. C'est très compliqué de tout faire. En 2023, j'ai déjà bien levé le pied au niveau des salons, j'en ai fait beaucoup moins. Mais les week-ends où il y a des salons, j'étais épuisée parce que faire tout le boulot dans la semaine plus rester tout le week-end en dédicace, c'est épuisant.
Donc la décision en 2024, c'est d'arrêter complètement les salons pour pouvoir me concentrer sur la communication, sur les réseaux et la vente en ligne. Est-il facile d'allier vie familiale et professionnelle ? J'ai déjà raconté que quand mes enfants étaient petits, on s'organisait avec mon mari, lui s'en occupait le week-end et moi la semaine. Aujourd'hui les enfants sont grands, mon fils va partir poursuivre ses études au Canada, ma fille est en première, elle est interne à Poitiers toute la semaine, ce qui fait que quand elle rentre le week-end, je travaille bien sûr, je travaille tout le temps parce que c'est pas un travail pour moi ce que je fais, hein. Je suis dans l'atelier tout le temps mais je ne considère pas ça comme un travail. Et quand elle est là le week-end, elle passe avant. C'est-à-dire que je lui dis, si tu as besoin de moi, j'arrête ce que je fais et je suis là pour toi. Mais en plus, elle a son petit espace. La table qui est là, c'est sa table à elle. Et le week-end, elle vient très souvent étudier ici. Et ça, c'est... Ouais, quelque part, c'est des beaux moments qu'on partage toutes les deux. On ne parle pas, mais chacune est dans sa bulle, mais on est dans le même espace. Et puis de temps en temps, d'un seul coup, elle se met à parler, puis on partage des choses. Donc c'est sympa. Le contact extérieur ne te manque-t-il pas lorsque tu es dans ton atelier? Parce que nous, on te voit, mais pas toi. Alors 2024 va être une année charnière parce que je vais plus du tout voir les gens en salon. Maintenant, déjà je suis une solitaire. La solitude ne me fait absolument pas peur. Parce que même quand je suis seule, je suis jamais seule parce que je crée tout le temps des choses pour vous. Je suis toujours en réflexion sur les messages que je vais pouvoir vous transmettre et la façon dont je vais pouvoir vous les transmettre. Mais il est vrai que physiquement, il faut aimer être seul quand on fait ce métier-là. Moi, je peux passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans voir personne. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors maintenant, des petites questions sur l'aquarelle. Que pensez-vous du papier satiné? Et l'avez-vous déjà utilisé? Oui, le papier satiné, c'est le papier que j'utilise pour mes albums jeunesse. Il y a 3 sortes de grains dans le papier aquarelle. Il y a le premier, le grain satiné, très lisse, le grain fin, moyennement structuré, et le grain torchon qui est le plus structuré. Alors, le grain satiné étant très lisse, il absorbe moins rapidement l'eau, il est plus difficile à travailler que le grain fin. Je ne le conseille pas aux débutants parce que l'eau stagne plus et dès qu'on pose les pigments dessus, ils ont plus de temps pour migrer et faire la fête, aller où ils veulent. Donc je ne le conseille pas aux débutants. Ce que je conseille, c'est vraiment le grain fin. Le papier canson est très bien pour débuter. Je donne des conseils sur tout le matériel sur mon site d'aquarelle dans la rubrique jaune premier pas. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et je donne des conseils aussi sur les aquarelles, en tube ou en godet, sur la drawing gum et sur les pinceaux. D'ailleurs, il y a une question sur les pinceaux. Tout d'abord, je veux vous dire que j'adore votre travail pour la poésie et la joie qui s'en dégage. Merci! J'ai beaucoup aimé faire les premiers Simply Birds. J'aimerais savoir quels sont ces pinceaux aquarelles que vous utilisez comme un genre de feutre. Alors, c'est pas des feutres. C'est des pinceaux à réservoir d'eau que j'ai customisés, tout simplement, ils sont là. Et là c'est pareil, dans la rubrique sur les pinceaux, je vous en parle. Si vous débutez l'aquarelle et que vous ne savez pas si vous allez aimer, je vous donne toute une série de matériel sans vous ruiner. Et ça en fait partie, ces petits pinceaux-là. En fait, là, j'ai mis du washi tape pour les customiser. Mais ça, c'est un réservoir d'eau qu'on peut dévisser pour mettre de l'eau dedans. Moi, je n'utilise pas le réservoir d'eau. Je trouve ça un peu compliqué. Si je conseille ces pinceaux-là, c'est la marque I Love Art. C'est parce qu'il y a 3 pointes différentes. Ils ont une bonne tenue. Ils perdent pas leur poil. Et ils sont pas chers. Donc dans la rubrique des pinceaux, vous verrez ces 3-là, mais aussi d'autres pinceaux aquarelles. Ceux-là, ce sont des pinceaux synthétiques. Bonjour, quelle marque de peinture utiliser? Alors moi, je travaille beaucoup avec la marque White Nights. C'est une marque qui est hyper puissante. Les couleurs sont très dynamiques. Sinon, d'autres marques telles que Sennelier, Winsor & Newton sont très bien aussi. J'ai vraiment envie de faire de l'aquarelle mais ne suis pas douée. Mon mari est décédé il y a bientôt 3 ans. Très dur pour moi, nous étions très proches. C'était un homme de la nature, il aimait la vie, était chasseur, pêcheur, jardinier. J'aimerais faire un livre pour lui, comment m'y prendre? Merci. Alors merci pour cette question. Et là je vais vous parler du livre de vie. Sur mon site d'aquarelle, apprendreaquarellefacile.com, il y a, hormis la rubrique pour les débutants, avec plein de tutos pour découvrir et s'amuser, il y a 10 catégories.
Et parmi ces 10 catégories, il y a le livre de vie. Alors le livre de vie, je vous explique, c'est un grimoire en cuir dans lequel je vous propose des ateliers aquarelles avec texte et illustration. Il y a différents thèmes à chaque fois. Le premier thème, c'était le temps. Ça ressemble à ça. Voilà, une petite aquarelle de déco, une grande aquarelle et puis un texte sur le thème du temps. Dans chaque thème, il y a 4 ateliers. Et ici, je vous propose également des tutos sur la page de garde pour faire ça. Et puis pour faire un prologue avec une montgolfière. Voilà. Donc il y a plein de thèmes différents. Il y a le temps, il y a la féminité, il y a un intérieur cosy, il y a même les souris. Il y a la cité médiévale où là on travaille les maisons au colombage. Il y a les phares. Il y a les animaux du Grand Nord. En ce moment on est en train de travailler le thème de la pluie. Et le prochain thème qui arrivera pour les mois d'été, ce sera les grands déserts du monde. Alors le principe du livre de vie, c'est que je vous donne un thème. Vous me renvoyez ce que ce thème vous évoque. Et à partir de ce que vous m'écrivez, j'écris les textes. Maintenant, il y a certains thèmes où je préfère parler de culture générale plutôt que de textes très poétiques. Quand c'est de la culture générale, je ne vous demande pas vos retours. Là, je vais vraiment chercher des informations pour avoir un texte où je mélange de la culture générale plus de la poésie. Et ce sera le cas pour les grands déserts du monde. Donc, à la personne qui m'a posé la question, vous pouvez vous lancer dans ce livre de vie. Alors, la base, ça peut être un grimoire comme ça, mais ça peut être un cahier normal aussi, hein, avec des feuilles blanches. Mais l'invitation ici, c'est vraiment de coller vos aquarelles et d'écrire vos propres textes et de voir ce livre comme un confident. Ça peut être aussi des souvenirs de vacances. Vous pouvez y mettre des photos. Et vous voyez qu'à chaque fois, on y met des décorations. Alors les décorations, ça peut être des fleurs séchées. Il y a des décorations en washi tape. Il y a des petites cartes à côté. Il y a des tampons. Ça peut être aussi vos propres dessins en noir et blanc. Il y a plein de choses. Il faut vraiment voir ce livre de vie comme un objet où vous allez vous exprimer. Et qui va vous permettre aussi de créer votre propre bulle. Et en plus, ça sera un héritage pour vos descendants. Comme j'ai rejoint le groupe récemment, je découvre petit à petit les tutos. Et il y en a tellement. Oui, c'est vrai. J'aimerais beaucoup faire un livre de vie, mais je ne sais pas par où commencer. Quel est le premier tuto? Comment le trouver? Merci d'avance et merci pour ta créativité et ta joie communicative. Merci! Alors le livre de vie, vous le trouvez en allant sur la page d'accueil du site. Vous voyez les 10 catégories. Et parmi ces 10 catégories, il y a tout simplement le livre de vie. Une fois que vous êtes sur la page du livre de vie, vous aurez plusieurs colonnes. Commencez par la colonne de gauche où je vous propose une petite vidéo explicative, tout simplement. Et puis après, il suffit de vous laisser guider. Donc vous avez différents thèmes. Dans chaque thème, 4 ateliers. Chaque atelier est indépendant des autres, c'est-à-dire que je propose dans chaque catégorie des ateliers à la carte. Vous pouvez n'en prendre qu'un si vous le souhaitez. Les ateliers ne se suivent pas, malgré les textes. Maintenant, vous avez la possibilité de commander les ateliers par pack. Mais tout est sur le site. Alors, la prochaine question. Que prévois-tu après le livre de vie? Eh bien, j'en sais rien. Parce que vous voyez, le livre de vie, là, moi, aujourd'hui, il est rempli à moitié. Ouais, j'en suis arrivée là. Là, dedans, j'ai collé le dernier atelier sur les déserts qui est déjà enregistré. Et après, il me reste voilà, à peu près la moitié à remplir. Quand il sera plein, je vais en racheter un autre et on peut continuer comme ça indéfiniment. Après, si vous avez envie que ce livre de vie prenne fin et qu'on parte sur un autre projet, dites-le moi, il n'y a aucun problème. Mais dans le livre de vie, moi j'ai encore plein d'autres thèmes dans la tête qu'on va pouvoir décliner en 4 ateliers avec des textes, des décorations, des aquarelles. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres propositions, allez-y dans les commentaires. Alors maintenant, on va parler des énergies. Vous parlez souvent des énergies et de la pensée créatrice. Avez-vous des exemples concrets à nous raconter? Alors oui, j'en parle souvent des énergies, c'est pour ça que je propose des cartes à messages sur le développement personnel. Il y a la série des cartes bien-être avec les Simply Birds, 32 cartes, et la série des animaux prodigieux, c'est un jeu de 32 cartes à jouer. Il est en cours, il n'est pas encore terminé, mais à chaque fois, il y a des messages. Et je dis souvent que la pensée est créatrice. Alors, de ce que je vous dis là, je n'ai aucune preuve.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'y croire, vous n'y croyez pas, de toute façon je ne pourrai pas vous prouver que c'est vrai. Un exemple concret, même quand j'habitais en Allemagne en appartement, je m'imaginais toujours ma maison de rêve à la campagne, avec des pierres, du parquet qui craque et du terrain. Surtout pas en ville. Et je me voyais vraiment dans cette maison avec un espace pour avoir mon atelier. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait la connaissance de mon futur mari et on habitait en appartement à Châtellerault à l'époque. Lui, pour évoluer dans sa carrière, avait repris des études parallèlement à son métier et venait de passer son diplôme d'ingénieur. Comme il n'avait pas de plan de carrière possible en tant qu'ingénieur dans la société où il travaillait, il envisageait de chercher ailleurs, partout en France. Bon, voilà. Moi, j'étais prête à le suivre de toute façon, là où il trouverait. J'avais pas encore à l'époque créé ma maison d'édition. Donc, il avait envoyé quelques CV. Au même moment, ma belle-mère, qui habitait dans un village à côté de Châtellerault, vient nous voir et nous dit « Ah bah tiens, en sortant de l'église, on m'a parlé d'une maison à vendre sur Avail en Châtellerault. Je sais pas du tout où c'est, j'ai juste un numéro de téléphone, c'est pas un notaire, il n'y a pas de panneau à vendre, c'est une personne particulière qui m'a donné ce numéro. Bon, je vous donne le numéro. » Il nous le donne. Alors même si on en avait très envie, on ne pouvait pas encore acheter de maison parce qu'on ne savait pas si on allait rester dans la région. Néanmoins, mon mari a pris le numéro de téléphone, il a pris rendez-vous. Et le jour où il est parti visiter cette maison, moi je ne pouvais pas, donc il y allait tout seul. Il rentre le soir et il me dit « Je te dis rien, je t'emmène ». Donc quelques jours après, il a eu un nouveau rendez-vous pour visiter cette maison. Il m'a emmené, on était au mois de juin, et je suis arrivée dans la maison où on habite actuellement. Comment vous dire ? Il y avait tout. Il y avait les vieilles pierres, il y avait le bois, il y avait l'espace. C'était à la mi-campagne parce qu'on n'est quand même pas très loin du bourg, mais il y a des champs autour. Et puis bah, il y a eu le coup de cœur, quoi, parce que moi, j'ai vu ça, il y avait pas mal de travaux à faire, mais j'ai dit à mon mari, c'est elle. Enfin bref, cette maison, elle avait tout. Mais on ne pouvait pas l'acheter. Donc, on a dit à la propriétaire, on a pas mal discuté avec la propriétaire, son mari travaillait le bois, mon mari aussi, son père peignait, moi je peignais, et on a bien compris que cette dame, elle voulait pas vendre cette maison, déjà surtout pas à des promoteurs, c'est pour ça qu'elle ne passait pas par une agence immobilière, et elle voulait des gens qui comprennent l'âme de cette maison. Donc on lui a expliqué notre situation, on lui a dit, bah écoutez, nous on est super intéressés, mais on ne sait pas si on va pouvoir l'acheter, parce qu'on ne sait pas si on restera dans la région. Elle nous a regardés et elle nous a dit « Pas de problème, je vous attends. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on est reparti et puis j'ai dit à mon mari « Mais c'est génial quoi !» Alors il me dit « Oh, attends, on ne sait pas si on peut l'acheter, on va peut-être partir. » Alors j'ai regardé mon mari et puis je lui ai dit « T'inquiète pas, tu vas trouver un job dans la région et cette maison elle est pour nous. » Alors bien sûr c'est facile de dire ça une fois que tout est fait. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment. Mais cette maison, elle a été mise sur notre chemin. Elle était là, on ne l'a même pas demandé. Et aujourd'hui, j'ai mon atelier tel que je me l'imaginais, dans la maison qu'on a rénovée telle que je me l'imaginais. Ma pensée est devenue réalité. Deuxième exemple, je pourrais vous donner mon licenciement. Alors, je bossais en entreprise, c'était alimentaire, j'avais fait le tour, j'avais plus du tout envie de cette vie de bureau. Je rêvais de partager, d'être créative. Alors on pourrait s'imaginer que on s'imagine une vie idéale et qu'on va basculer tout de suite d'une vie qu'on n'aime pas à une vie qu'on aime. Bah, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Il a fallu d'abord passer par le licenciement. Alors d'autres personnes se seraient dit « Ouais super, moi je m'imagine une vie idéale et puis c'est un licenciement qu'on me met sur ma route quoi ». Mais non, pas du tout. En fait, le licenciement, c'était une étape nécessaire pour continuer. Et c'est comme ça qu'il faut voir les écueils dans la vie. Ce licenciement, ça a été la porte qui m'a permis de partir en direction de la vie que je voulais. Et le troisième exemple, alors celui-là, je l'adore parce qu'il est vraiment parlant. Pendant des années, j'ai donc fait des salons, et puis les dernières années, j'en avais vraiment marre. Et j'ai tout simplement imaginé, j'ai demandé à l'univers. Moi je ne sais pas comment faire pour me débrouiller en ligne, pour créer des ateliers aquarelles en ligne, donc je voudrais que quelqu'un m'accompagne, trouver quelqu'un qui m'apprenne tout ça, qui soit pas très loin, qui soit disponible et qui sache m'expliquer les choses clairement. Et le Covid est arrivé.
Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, le Covid est arrivé, chute de 95% de mon chiffre d'affaires, enfin bref, coup de massue, et puis après, on reprend le dessus, et puis je savais que comme le licenciement, il n'y avait pas de hasard, si le Covid était là, c'est qu'il y avait une raison. Mon mari s'était présenté sur la liste des municipales, et dans l'équipe, il y avait Hamid. Et Hamid est informaticien. Hamid habite à Havaï, dans mon village, et un jour, Hamid est venu boire l'apéro avec mon mari à la maison. Je ne le connaissais pas du tout. Et il me regarde, et il me dit, « Mais moi, je connais ton travail. Qu'est-ce que tu fais encore au niveau local ?» Mais j'en rigole encore aujourd'hui, tellement c'était énorme, quoi. Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Ben oui, mais je ne sais pas comment faire. » Et voilà, c'est comme ça que Hamid est devenu mon webmaster et qu'on a commencé à travailler ensemble. Pendant les arrêts forcés du Covid, on a échangé et ça m'a permis de commencer à réfléchir et d'écouter là où il voulait me guider pour faire évoluer les choses. C'est comme ça qu'on a créé le deuxième site pour les ateliers aquarelles en ligne, en supplément du premier site des éditions Sibélune où il y a les livres. Et c'est comme ça que depuis quelques années, Hamid, mon webmaster, m'accompagne exactement comme je le voulais. Il m'accompagne dans une gentillesse monstre, moi qui étais réfractaire à l'informatique et aux réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai demandé et j'ai tout ce que je voulais, mais c'est énorme quoi. Donc vous voyez, j'avais eu besoin de temps pour réfléchir à mes projets. Il y a eu le confinement, j'ai eu besoin d'un guide, il y a eu Hamid. Et en plus ça rime. Alors bon, il ne faut pas s'imaginer que toutes mes demandes se réalisent. Hein. Y a plein de choses que j'imagine que je voudrais et qui n'arrivent pas. Alors ça veut dire que je dois avoir encore des blocages quelque part. En tout cas, je ne me focalise pas là-dessus. Moi, je continue à imaginer les choses idéales que je voudrais qui m'arrivent. Puis on verra bien. Alors, j'aime bien parler des énergies parce que je pense que c'est pas le système politique actuel qui va faire changer le monde. Le monde, il est en train de changer parce que chaque individu va exprimer, va transmettre avec ce qu'il sait faire plein de choses positives. Et moi, c'est ce que je fais avec mes textes et avec mes aquarelles parce que c'est ce que je sais faire. Je pense que je vous fais du bien et que si chacun fait ça, ça va se transmettre au niveau mondial, tout simplement. Mais vous vous rendez compte le pouvoir qu'on a dans nos mains? Je pense que le changement, c'est comme ça qu'il va arriver. Et la dernière question, quels sont tes projets professionnels pour l'avenir? Alors, continuer les ateliers aquarelles en ligne, ça c'est sûr, avec peut-être d'autres catégories, on verra, parce que moi j'ai besoin de changement. Vous voyez qu'il y a plein de thèmes différents, je ne peux pas me cantonner sur un seul thème, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein de messages à vous transmettre. Et la grande nouveauté, c'est que certains de mes livres vont être mis en vente sur Amazon. Alors certains vont bondir en entendant Amazon, je le sais. Mais malheureusement, ces livres, je vais les faire en anglais, en français, peut-être en allemand. Je verrai si j'ai le temps pour la traduction. Et la seule plateforme internationale, c'est Amazon. Donc ça va me permettre de ressortir des titres épuisés. Il y aura toute la collection Cœur de Rosée pour la jeunesse avec des bonus. Il y aura des livres de coloriage. Je vais ressortir tous les recueils pour adultes. Mon Perle de temps qui était le premier titre et qui est épuisé. Mais pour ça, il faut qu'on refasse toutes les maquettes avec Hamid, donc c'est en cours de route. J'aimerais aussi réécrire de nouveaux titres, parce que c'est une chose que de préparer des ateliers aquarelles pour vous, avec toujours à l'esprit comment je vais vous apporter les informations sur le dessin, sur la mise en couleur, les réflexions sur le texte. Et c'est autre chose que d'écrire un livre pour soi, en partant tout simplement comme ça dans le dessin et dans l'illustration, sans réfléchir et avec beaucoup plus de spontanéité. Ça me manque. J'ai déjà une idée d'un nouveau titre de recueil pour les adultes. J'espère que je vais avoir le temps de le faire parce que j'adorerais le sortir pour Noël. Et pour la jeunesse, c'est pareil. Il y aura un nouveau Cœur de Rosée, le 8e je crois, pour les 3-8 ans. J'espère qu'il pourra sortir aussi à Noël sur Amazon. Voilà les amis, j'espère que ces réponses vous auront un peu éclairé sur qui je suis, sur ma façon de travailler. Encore mille merci pour votre fidélité, merci d'être là aussi bien pour les livres que pour les ateliers aquarelles. Les échanges que nous avons
me porte, vous le savez, hein, j'arrête pas de le dire, hein, si vous n'étiez pas là, si on n'avait pas les échanges qu'on a, ben, j'aurais moins de motivation pour continuer à ce que je fais et continuer à inventer des messages pour qu'on évolue tous ensemble. J'espère que vous avez pris du plaisir. À très bientôt, prenez soin de vous.